Vous êtes sur la Green TV Internationale. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de prendre part à l'actualité environnementale du jour. Au sommaire, le Centre pour la justice environnementale Togo et la Fondation OMEF ont organisé la semaine dernière à Lomé un atelier de formation dédié aux communautés côtières. Cette rencontre visait à initier les pêcheurs à mieux comprendre et défendre leurs droits face à la dégradation des écosystèmes marins. La SAFER, une société d'entretien des routes, s'engage résolument pour un développement axé sur la durabilité au Togo. L'institution améliore les infrastructures routières et participe à la protection de l'environnement. Et puis la World Wild Foundation a mené une étude laborieuse sur les différentes espèces animales et végétales qui existent dans le bassin du Congo. L'inventaire de cette recherche dans un instant. C'est tout pour le sommaire. Bienvenue. Les habitants de Pelé-Dafon, un village situé à plus de 150 km au nord-ouest de Lomé, ont manifesté une grande joie jeudi dernier suite à la réception officielle des forages et latrines publiques pour faciliter leur assainissement. Ces ouvrages sont un don de l'ONG Initiative féminine pour le développement, soutenu par l'association unie avec le Togo. Retour en images sur cette cérémonie de réception officielle dans ce reportage de la rédaction. Joie, allégresse et reconnaissance, ce sont les sentiments et émotions qui ont animé la population du village de Pelé-Dafon ce 12 décembre 2024. Cette ambiance de fête se justifie par la réception officielle de forages à eau potable et de latrines hygiéniques pour assainir les besoins de la population. Ces joyaux sont l'œuvre de l'ONG Initiative féminine pour le développement, soutenue financièrement par l'association unie avec le Togo UAT Suisse. Nous avons construit 2 forages publics et 10 blocs de latrines. Et nos attentes, c'est que la population prenne soin de ces ouvrages qui ont été réalisés. Et justement, à cet effet, nous avons formé des comités pour pouvoir assurer la pérennisation après notre départ. Nous tenons ici à remercier sincèrement l'UAT Suisse à travers la Fédération des communes de Genève pour cet appui. Et nous comptons sur leur soutien pour pérenniser ce projet, le répliquer dans d'autres régions du Togo où les populations sont dans le besoin. Ces ouvrages facilitent désormais les besoins des populations de Pelé-Dafon en eau potable et leur permettent d'arrêter la défécation à l'air libre. Nous avons, suite à une étude, constaté qu'il y a un problème sérieux de défécation à l'air libre dans le village de Pelé-Dafon. Et également, la population souffre en matière d'accès à l'eau potable. Donc ce projet a été initié pour pouvoir résoudre et répondre aux besoins des populations en ces 2 domaines. Le projet même a une durée de vie de 2 ans, du lancement jusqu'à la réception définitive aujourd'hui. Le projet a fait 2 ans. La totalité des travaux réalisés s'élève à un coût de 49 millions. En recevant ces ouvrages, la population a témoigné sa gratitude aux généreux donateurs en leur offrant des présents, symbole de leur identité culturelle et du sens de la reconnaissance. On est très satisfait dans le village. Vous-même, vous avez pu constater ça lors des cérémonies. Nous sommes très contents d'avoir aujourd'hui des ouvrages sanitaires à notre disposition. Et nous faisons que remercier nos donateurs. Donc nous sommes très contents de recevoir ces joyaux. Nous comptons faire bon usage, parce que pendant des années, nous avons voulu avoir ce genre d'ouvrage, on n'en a pas eu. Et que Dieu merci, avec l'appui de l'UAT Suisse et de l'UFD Togo, ces ouvrages sont acquis aujourd'hui. Donc nous avons mis toutes les mesures en place pour une bonne gestion de ces ouvrages et pour aussi pérenniser ces ouvrages. Nos donateurs, nous ne pourrons que les féliciter
et les remercier pour ce grand geste qu'ils ont fait à notre endroit. Nous ne cesserons jamais de les remercier parce que lorsque nous avons fait ce projet, ils n'ont pas hésité à le financer. Et que ça fait pratiquement 2 ans, jour pour jour, et c'est devenu une réalité. L'ONG Initiative Féminine pour le Développement et son partenaire UAT Suisse démontrent une fois encore leur engagement pour le bien des populations rurales, notamment dans les domaines de la santé et de l'environnement. Le Centre pour la justice environnementale au Togo, en partenariat avec la Health of Mother Health Foundation, a organisé vendredi dernier un atelier de renforcement des capacités sur les liens entre les océans et les droits humains. L'objectif est d'aider les communautés côtières à mieux comprendre et défendre leurs droits face à la dégradation des écosystèmes marins. Les détails dans cet élément. Dans le but de lutter contre la pollution, l'exploitation pétrolière et les activités de pêche illégale, tout en respectant le droit des communautés côtières, le Centre pour la justice environnementale Togo, CJE Togo, et la Health of Mother Health Foundation, OMEF, ont organisé le 6 décembre dernier à Lomé un atelier de renforcement des capacités sur les liens entre les océans et les droits humains. Cet événement visait à outiller les communautés côtières, notamment les pêcheurs et travailleurs maritimes, pour mieux comprendre et défendre leurs droits face à la dégradation des écosystèmes marins. L'atelier s'est appuyé sur la boîte à outils pour les défenseurs des océans et des droits de l'homme, conçue pour aider les communautés à surveiller leur environnement aquatique et à organiser leurs revendications. Étaient présents à cette séance d'échange des pêcheurs, des transformateurs de poissons, des syndicats, des représentants des agences étatiques et des juristes. Ces échanges ont permis de clarifier des cadres légaux et de définir des stratégies pour une meilleure résilience face à la pollution et aux impacts du changement climatique. Selon le coordinateur des activités du HOMEF, Stéphane Odouaré, il est important de partager des expériences avec les communautés des pêcheurs car cela permet de renforcer leur capacité à lutter contre la pollution des océans. À travers cette initiative, le Togo fait un pas de plus dans la mobilisation des communautés pour une justice environnementale et une gestion durable des océans. La Société autonome de financement et de l'entretien routier, SAFER, une institution chargée de gérer les postes de péage et de paysage au Togo, multiplie ses actions pour contribuer au développement des communautés. À travers ces initiatives comme la réhabilitation des routes, la promotion des énergies renouvelables et la construction des forages, la société favorise la mobilité des populations et participe à la protection de l'environnement. Francisca Djissou. La Société autonome de financement de l'entretien routier SAFER joue un rôle essentiel dans le développement durable au Togo en combinant la gestion des péages avec des actions concrètes pour les communautés. Elle finance l'entretien des routes, favorisant la mobilité, réduisant les émissions de gaz à effet de serre et améliorant la sécurité routière. Ces projets de réhabilitation optimisent l'efficacité énergétique des véhicules tout en protégeant l'environnement. Engagée dans la transition énergétique, la SAFER installe des panneaux solaires sur ses sites de péage, réduisant ainsi sa dépendance aux énergies fossiles et son empreinte carbone. Ces initiatives reflètent sa volonté d'allier innovation technologique et durabilité. En parallèle, la société œuvre pour le bien-être des populations locales en construisant des forages pour l'accès à l'eau potable, des cantines pour la sécurité alimentaire et l'emploi, ainsi que des écoles pour promouvoir l'éducation. Ces projets comme les récentes réalisations dans la commune de Zio 1 renforcent le tissu social et soutiennent un développement durable. Pour soutenir le développement durable et la résilience climatique, la Banque mondiale a approuvé un financement à hauteur de 200 millions de dollars au Togo. Ce financement, en accord avec les récentes réformes du pays, vise également à améliorer l'agriculture, l'électrification rurale et la protection sociale. Honoré Kata nous en dit plus dans ce commentaire. 200 millions de dollars, c'est le montant approuvé par la Banque mondiale
pour soutenir le Togo dans sa transformation économique et sociale. Cet appui, aligné sur la feuille de route 2025 et le plan d'urgence pour la région des savanes, vise à renforcer la résilience climatique et sociale tout en améliorant les conditions de vie des populations vulnérables, notamment dans le nord du pays. Ce financement permettra de concrétiser des projets clés comme l'électrification rurale, le renforcement de la sécurité foncière pour une agriculture durable et la mise en place de marchés de crédit carbone. En parallèle, des initiatives sociales telles que la création d'un registre national pour une meilleure protection sociale et l'amélioration de l'éducation seront également mises en œuvre. Avec ce soutien qui s'ajoute à un partenariat de 298 millions de dollars conclu en juin 2024, le Togo vise aussi à rationaliser les dépenses fiscales et à réduire les risques budgétaires liés aux entreprises publiques, conformément au cadre de partenariat pays adopté en mai 2024. La mairie de Ouagadougou et l'ONG Ricolto ont procédé la semaine dernière au lancement officiel d'un projet dénommé « Restaurer la ceinture verte pour atténuer le changement climatique ». Ce projet vise à augmenter la capacité d'adaptation climatique des femmes et des jeunes à travers le développement d'une économie inclusive et verte. Rafetou Mbiriko. Le projet Restaurer la ceinture verte pour atténuer le changement climatique a été officiellement lancé le 10 décembre 2024 à Ouagadougou, au Burkina Faso, par le maire de Ouagadougou en collaboration avec l'ONG Ricolto. Ce projet consiste à renforcer la capacité de séquestration du carbone de la ceinture verte de la ville de Ouagadougou et à accroître la capacité d'adaptation climatique des femmes et des jeunes à travers le développement d'une économie inclusive et verte sur la ceinture verte. Les travaux de réalisation du projet sont dispatchés en 2 volets. L'aménagement des espaces dont la gestion est chargée à la mairie et la coordination générale des activités spécifiques assurée par l'ONG Ricolto. En effet, ce projet est l'une des actions du Flanders International Climate Action, un programme du gouvernement flamand lancé en 2021 qui vise à appuyer tous les pays à travers le monde dans la lutte contre le changement climatique. Selon Maurice Konaté, le projet Restaurer la ceinture verte pour atténuer le changement climatique est une opportunité pour mettre à l'échelle des innovations et apprentissages des 5 dernières années de réhabilitation de la ceinture verte de Ouagadougou. Il permettra également à des personnes démunies et aux déplacés internes de pouvoir mener des activités sur ce site et à avoir quelques revenus pour faire face à leurs besoins. Ce projet contribuera aussi à consolider les résultats déjà obtenus et à offrir à plusieurs centaines de femmes de nouvelles possibilités d'autonomisation socio-économique, a-t-il précisé. Il a lancé un appel aux bénéficiaires du projet à en prendre soin pour bénéficier des retombées. La représentante de l'ONG Ricolto Burkina Faso, Bernadette Ouattara, souligne que l'ONG va restaurer une partie de la ceinture verte et installer des producteurs et les accompagner à la production durable de légumes. L'ambassadeur de la Belgique au Burkina Faso, Erwin de Wandel, présent à cette rencontre, a confirmé son engagement aux acteurs pour la réussite de ce projet. La branche africaine de la World Wide Foundation a coordonné une laborieuse recherche ces 10 dernières années dans le bassin du Congo. Cette recherche était destinée à dresser l'inventaire des découvertes d'espèces. Voyons cela avec Léonce Sago. Suite au constat fait sur les difficultés d'accès aux recherches faites et publiées par les scientifiques, le World Wide Fund a décidé de faire un inventaire de la biodiversité dans la forêt du bassin du Congo. Il est intitulé « Nouvelle vie dans le bassin du Congo, une décennie de découverte d'espèces 2013-2023 ». Dans ce rapport de 80 pages, on fera la connaissance de 430 nouvelles espèces de plantes, 140 invertébrés, 96 poissons, 22 amphibiens, 2 oiseaux et 10 mammifères. Ils sont répartis dans les 6 pays qui forment le bassin du Congo, à savoir le Cameroun, la République centrafricaine, la République démocratique du Congo, la Guinée équatoriale, le Gabon et la République du Congo.
On verra le singe Lesula, première nouvelle espèce de singe décrite depuis 1984, l'afro-diaphane pulcheur, une luciole centrafricaine, et l'empereur porte-épée, une libellule congolaise. Au Gabon, le poisson Aphyosemium aurantiacum brille par ses écailles iridescentes et sa queue et nageoire d'un orange intense. On peut désormais ajouter aussi 22 nouvelles grenouilles au manuel de biologie du monde, ainsi qu'une nouvelle espèce de crocodile appelée crocodile à museau fin d'Afrique centrale. Julian Kerbis-Peter-Hans, cité dans le rapport, explique que les forêts tropicales du bassin du Congo sont des hotspots incroyables de diversité, mais elles sont également sous une grande menace de destruction de l'habitat. Nous soupçonnons que des dizaines de nouvelles espèces attendent d'être découvertes. Ces dernières sont essentielles pour une conservation éclairée des forêts tropicales du Congo, a-t-il ajouté. Néanmoins, le bassin du Congo est confronté à des pressions environnementales importantes, telles que la déforestation, l'exploitation minière, le braconnage et les conséquences du changement climatique. De ce fait, le biologiste Jaap van der Waerde, comme de nombreux autres, suppose que beaucoup d'espèces se sont éteintes avant même d'être découvertes. C'est le cas d'une espèce de café dénichée par Piet Stoffelen, un scientifique du jardin botanique de Maïse en Belgique. Elle s'est malheureusement entre-temps éteinte à cause de la déforestation. La préservation de l'écosystème et de la biodiversité congolaise peut rendre service à 75 millions de personnes qui en dépendent. Pour cela, les espèces endémiques du bassin doivent être conservées par l'agroforesterie, l'implication des communautés locales et la lutte contre le braconnage. Rappelons qu'au total, 742 nouvelles espèces animales et végétales ont été répertoriées dans ce rapport du World Wide Fund. La République du Niger a inauguré une nouvelle centrale électrique d'une capacité de 20 MW. Cette centrale a été offerte par le Maroc sous le commandement de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Elle permettra d'améliorer la desserte en énergie électrique et la souveraineté énergétique des populations nigériennes. Rafitou Mbirikou. Le Niger a inauguré le 12 décembre 2024 une centrale électrique octroyée par le Royaume du Maroc sur instruction du roi Mohamed VI. La centrale, dotée d'une capacité de production de 20 MW, a été installée dans la zone industrielle de Gamkali, à Niamey. Elle contribuera à l'amélioration de la desserte en énergie électrique pour la population nigérienne et au renforcement de la souveraineté énergétique du pays. Ce don du Maroc s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations bilatérales fraternelles suite à la grave crise énergétique que subit le Niger. Il témoigne d'une coopération fructueuse et riche en actions de solidarité au service de la prospérité des populations pour un Niger stable et émergent. L'inauguration de la centrale électrique Mohamed VI a réuni les membres du gouvernement de la transition, du corps diplomatique et représentants des organisations internationales, les membres de la communauté marocaine au Niger et la société civile des institutions religieuses nigériennes. En visite officielle en Afrique australe, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé à une justice climatique pour le continent africain qui subit les effets du changement climatique. Ce discours intervient alors que l'Afrique du Sud s'apprête à prendre la présidence du G20 en 2025, un moment clé pour faire entendre la voix du continent sur la scène internationale. Le commentaire est signé Honoré Kata. Lors de sa visite officielle en Afrique australe, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a mis en avant le potentiel immense du continent africain tout en rappelant les défis auxquels il est confronté. Il a évoqué les conséquences directes et dévastatrices de la crise climatique qui affecte lourdement les populations et les économies locales dans un contexte où l'Afrique du Sud devient le premier pays africain à prendre la présidence du G20. Je suis ici à un moment crucial, alors que l'Afrique du Sud prend la présidence du G20. Le potentiel de ce continent est incontestable. L'Afrique a besoin de justice climatique. Le continent se trouve en première ligne de cette crise. Malgré des émissions minimes, le changement climatique frappe de plein fouet vos populations et vos économies.
L'Afrique se réchauffe plus rapidement que la moyenne mondiale. Nous devons limiter l'augmentation de la température mondiale à 1,5 degré Celsius pour empêcher que cette crise ne devienne encore plus incontrôlable. Après un échange approfondi avec le ministre sud-africain des Relations internationales, Antonio Guterres doit rencontrer le président Cyril Ramaphosa dans les prochains jours. Jamais 203. Après les COP de Cali et de Bakou, respectivement sur la biodiversité et le climat, la conférence des parties de l'ONU sur la lutte contre la désertification s'est aussi soldée sur un échec à Riyad en Arabie Saoudite. Qu'est-ce qui a empêché les négociations d'aboutir à un accord? Viva Samana nous répond dans cet élément. Après plus de 10 jours de négociations, les 196 parties de la 16e conférence de l'ONU sur la désertification quittent Riyad sans se mettre d'accord pour combattre la sécheresse. La COP16 sur la désertification, qui devrait s'achever le 13 décembre 2024, s'est prolongée jusqu'au matin du jour suivant pour finir par un échec. Cet échec s'explique par le fait que les pays africains souhaiteraient un protocole contraignant qui imposerait au gouvernement de se doter de plans pour se préparer et faire face à la sécheresse. Ce protocole n'a pas reçu la faveur des pays développés qui plaident plutôt pour un cadre jugé inadéquat par les pays africains. Pravina Sridhar, la directrice scientifique de Save Soil Movement, qui est une campagne mondiale soutenue par des agences onusiennes, a affirmé que les groupes autochtones ont également poussé pour un protocole qui permettrait d'avoir un meilleur suivi des systèmes d'alerte précoce et des plans de réponse plus adaptés. Elle ajoute que l'absence d'accord à la COP16 ne doit pas retarder les progrès et que les gouvernements pouvaient toujours allouer des budgets et des subventions pour encourager la gestion durable des sols et des terres. En clôturant les travaux, le secrétaire exécutif de l'ONU sur la lutte contre la désertification, Ibrahim Thiaw, a déclaré que les parties ont besoin de plus de temps pour se mettre d'accord sur la meilleure façon d'avancer. Cet échec des négociations dans la capitale saoudienne intervient après l'échec partiel des négociations sur la biodiversité à Cali en Colombie, l'échec d'un accord sur la pollution plastique à Busan en Corée du Sud et d'un accord sur le financement de l'action climatique décevant à la COP29 à Bakou en Azerbaïdjan. Le rendez-vous est donc pris pour la COP17 en Mongolie en 2026. Ce journal a été préparé et réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'information continue. Passez une agréable semaine et surtout, prenez soin de vous. Growing TV International, we revive the environment.